l'eurodéputée La France Insoumise Manon Aubry. Merci d'être avec nous ce soir. Le Premier ministre a à nouveau mis sur la table l'urgence de la dette, vous l'avez entendu, mais il dit tendre la main à tout le monde. Sur la suppression des 2 jours fériés, il a notamment dit que c'était discutable, amendable. Est-ce que vous avez trouvé qu'il était prêt à la discussion? Honnêtement, c'était une interview assez affligeante. Je trouve que vos journalistes ont beaucoup de mérite de s'être imposés ça. Je suis pas bien sûre que beaucoup de gens l'aient suivi dans son intégralité parce que on a eu un François Bayrou qui a continué de faire la leçon aux Françaises et aux Français si on est opposé à son plan qui ne comporte pas uniquement la suppression de 2 jours fériés, mais aussi une année blanche qui est en réalité une année noire qui va geler les prestations sociales, qui va augmenter les impôts payés par les Françaises et les Français, mais aussi moins de remplaçants de fonctionnaires dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Bref, je vous refais pas la liste longue. Et on a un François Bayrou qui persistait et signait avec ce projet finalement que les Françaises et les Français n'auraient pas bien compris. Et il n'a eu de cesse de réutiliser une métaphore qui était déjà celle qu'il avait utilisée dans son interview précédente, de coq percé. Bah, si on veut filer cette métaphore, honnêtement, c'était un nouveau naufrage ce soir, mais heureusement, ça ne va pas durer puisque nous avons plus que 7 jours devant nous avant que ce gouvernement tombe, mais aussi sa politique, parce que pour moi, c'est déjà l'après-Bayrou qu'il nous faut préparer. Et en aucun cas, il ne s'agira de continuer cette même politique. Il faut que Emmanuel Macron entende ce message. Virginie Leguet, vous êtes notre éditorialiste politique à France Info Télé. Est-ce que vous avez eu le sentiment, comme Manon Aubry, que c'était un nouveau naufrage ce soir? Oui, et puis surtout, j'ai eu le sentiment que François Bayrou s'adressait tour à tour aux partis politiques et aux Français, ce qui n'est pas du tout pareil, parce que les partis politiques, il est amené à négocier ou ne pas négocier avec eux. Bon, en l'occurrence, il reste 8 jours et certains lui ont déjà claqué la porte au nez. Mais les Français, s'il veut les convaincre, c'était tout autre discours. Et donc, il a oscillé entre ces 2 discours, ce qui était finalement à la fois difficile à suivre, largement incompréhensible, et puis plein de contradictions, parce qu'on ne dit pas les mêmes choses à ces 2 personnes. Et puis, autre souci majeur, c'est que si François Bayrou voulait se lancer dans cette grande campagne de sensibilisation, finalement, dans laquelle il met toutes ses forces, seulement depuis 24 heures ou 48 heures. Mais que ne l'a-t-il fait le lendemain du jour où il a annoncé son budget, c'est-à-dire le 15 juillet, il pouvait prendre son bâton de pèlerin dès le 16 juillet, demander à rencontrer les partis politiques, les rencontrer inlassablement tout l'été pour trouver des points de convergence. Après tout, on n'est plus dans une culture majoritaire, et ça, François Bayrou, je ne sais pas s'il l'a compris toujours ou s'il ne l'a pas compris, mais un budget, ça se bâtit, un compromis, ça se prépare, et ça ne se prépare pas en 8 jours. Donc oui, sur ces 2 terrains-là, il était à la fois difficilement lisible, et surtout, on sentait qu'il se trompait de discours, d'énergie. Le vote de confiance a lieu dans 8 jours. Dans 8 jours, je ne vois pas ce qui va changer. Les uns et les autres se sont déjà expliqués sur leur position. Certains d'ailleurs ont dit que leur position était irrévocable. Donc je ne vois pas à quoi ça a servi. Albert Zeynou, vous êtes rédacteur en chef du service politique Le Figaro. Merci d'être avec nous ce soir. Sur les 44 milliards, il est resté inflexible, François Bayrou. Il est resté inflexible, mais en même temps, il est dans sa logique. À partir du moment où il fait un constat que nous sommes dans une situation catastrophique, que l'impératif absolu est de réduire l'endettement de la France et de réduire les dépenses, il paraît pas logique, là, pour le coup, d'aller négocier sur ce montant global. La difficulté aujourd'hui pour lui, c'est qu'il avait un objectif, c'était convaincre non pas tellement les hommes politiques et les partis politiques, c'était convaincre les Français. On voyait bien que c'était une opération de communication externe, s'adresser aux Français pour essayer d'avoir un soutien populaire qui pourrait ensuite se communiquer aux partis. La preuve en est que ça va être compliqué puisque je vois mal ce que ce soir aura fait bouger dans la tête des Français et encore plus dans la tête des partis politiques. Donc vous avez cet impératif de communication, cet impératif de conviction qu'il a du mal à faire passer, même si chacun comprend que l'important c'est d'avoir une économie saine et de réduire drastiquement l'endettement de la France. On voit mal comment il peut se faire. D'autant plus que on parlait des points de convergence entre partis politiques, mais il y en a pas des points de convergence entre partis politiques. Comment voulez-vous convaincre le RN, les LR
et le PS et les LFI et les écologistes d'avoir une position commune sur un budget. C'est difficile. Or, il n'y a pas de majorité qui puisse imposer sa vue aux autres. Donc, l'exercice est périlleux et on savait et on sait l'exercice perdu d'avance pour lui. Le 8, il sera, selon toute logique, renversé et il y aura un nouveau Premier ministre, voire une dissolution qui suivra. Manon Aubry, comme vient de le dire Albert Zeno, il y a de grandes chances qu'effectivement le 8, il sera renversé. On se prépare forcément déjà à l'après. Le PS n'évoque pas une dissolution, mais chez LFI, c'est clairement le mot d'ordre aujourd'hui. Je crois qu'au-delà de la dissolution, la question qui est posée, c'est comment sortir de cette situation de blocage. Et Emmanuel Macron pourra tenter de mettre un nouveau pantin à Matignon pour continuer sa politique qui n'est pas majoritaire dans le pays. On voit qu'à la fin des fins, ce qui est posé comme question, c'est la responsabilité du président de la République, Emmanuel Macron lui-même, qui a convoqué des élections il y a 1 an et qui s'assoit globalement sur le résultat des élections. Et donc, évidemment qu'une dissolution est une des options, mais le danger, la difficulté, c'est que s'il y a une dissolution et que Emmanuel Macron ne tient pas compte du résultat de ces élections et continue à finalement nommer les mêmes à la tête du pays, on ne sortira pas de cette crise. C'est pour ça que je vous dis que c'est la responsabilité du président de la République qui est posée et qui, à mon sens, doit se solder par un retour devant les urnes, y compris sur le président de la République, que ce soit une démission de sa part, que ce soit une destitution que nous allons proposer à l'Assemblée nationale. Et je pense de ce point de vue-là que la pression populaire sera importante, d'où la date du 10 septembre qui arrive après le départ extrêmement probable de François Bayrou à la tête du gouvernement le 8. Et donc le 10, en ligne de mire, c'est aussi une mobilisation pour se faire entendre vis-à-vis de celui qui a seul les rênes du pays, qui est Emmanuel Macron, et dont je pense son départ aujourd'hui est plus que jamais posé dans cette crise politique. Donc le 10, la journée bloquons tout, vous allez demander le départ d'Emmanuel Macron. Chacune et chacun sera libre le 10 de le formuler tel qu'il le souhaite. Ce mouvement ne nous appartient pas, nous ne sommes pas à sa tête, mais je pense que la colère qui gronde dans le pays a compris que ce n'est plus à Matignon que les choses se jouent et que c'est directement du côté de l'Élysée et du président de la République. À partir de ce moment-là, si on veut éviter d'avoir un Emmanuel Macron qui nomme un nouveau pantin à Matignon, qui continue la même politique, que ce soit un Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin ou je ne sais qui encore, Bruno Retailleau, qui font partie des noms qui circulent, je veux dire on va se retrouver exactement dans la même situation et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc soit Emmanuel Macron prend conscience de l'ampleur de la crise politique qu'il a lui-même suscitée en remettant son mandat politique en jeu, soit ce sera à nous de l'y contraindre via une motion de destitution que, s'agissant de la France insoumise, nous déposerons à l'Assemblée nationale. Et je pense que la mobilisation populaire doit permettre de mettre la pression sur Emmanuel Macron lui-même, qui manifestement semble bien éloigné de la réalité et de l'impasse dans laquelle il nous a menés. Virginie Leguet. Oui, Manon Aubry, si je vous écoute bien, pour vous, le départ de François Bayrou est quasiment acté. Et pour vous, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement le 10 septembre, il y aura le 18 septembre, et puis il y aura toute la pression que vous allez ne cesser de mettre sur le président de la République. Et s'il nomme un nouveau Premier ministre qui ressemble peu ou prou à François Bayrou, ou en tout cas qui vient du bloc central, vous recommencerez à demander son départ, et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est comme une mécanique que vous allez enclencher jusqu'au moment où Emmanuel Macron ne pourra plus rester à l'Élysée et sera obligé de partir. C'est bien ça que je comprends, votre mécanique politique. Je vous confirme qu'en toute hypothèse, nous n'accepterons pas un Premier ministre qui continuera la politique macroniste. Pas juste pour le plaisir de gagner contre Emmanuel Macron, parce que cette politique est dangereuse pour notre pays, qu'elle nous a amenés dans l'impasse dans laquelle on est et surtout qui va faire souffrir les Françaises et les Français. Quand on parle concrètement d'une année blanche, c'est des prestations sociales qui sont gelées. C'est davantage, en pratique, plus de 300 000 foyers qui vont payer l'impôt sur le revenu en plus de ce qu'ils payent à l'heure actuelle. Quand on parle concrètement d'un poste de fonctionnaire non remplacé sur 3, c'est des professeurs en moins dans les écoles. Ce sont des soignants en moins dans nos hôpitaux publics. Tout ça, c'est extrêmement concret. Et c'est contre ça que l'on se bat. Et donc,
La personne qui peut mener cette politique peut s'appeler François Bayrou, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin ou tout ce que vous voulez. Oui, on le combattra parce que nous n'avons pas été élus pour accepter cette saignée sociale et on mettra toutes nos forces dans la bataille. Si c'est finalement un Premier ministre de gauche et qui va avec le contre-budget proposé par le PS. Écoutez, on peut s'amuser à faire de la politique fiction. Je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre de gauche. Il ne l'a pas fait au moment où nous avons remporté les élections il y a un an. Je ne vois pas pourquoi il le ferait davantage aujourd'hui. Manifestement, il n'a toujours pas compris le résultat des élections. C'est pour ça que je vous dis que la meilleure issue dans ce cas, au-delà d'une dissolution à laquelle il faut se préparer, à laquelle nous sommes prêts, mais si nous avons les mêmes équilibres politiques et qu'Emmanuel Macron ne tient pas compte de ces équilibres politiques, c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin des fins, c'est sa propre responsabilité qui sera posée. Et quand on est dans une situation de crise politique, en démocratie, en général, le meilleur moyen, c'est de se retourner de nouveau vers les citoyens et de leur dire trancher l'avenir de notre pays. Et dans ce cadre-là, en ce qui nous concerne, on proposera un projet de société qui sera aux antipodes de ce qu'a fait Emmanuel Macron jusqu'à présent. Il y a des alternatives, y compris, même si vous voulez récupérer ces 40 milliards d'euros, on peut aller regarder du côté des 500 plus grandes fortunes dont le patrimoine a doublé depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Je veux dire, les gens qui nous regardent aujourd'hui, leur salaire, leur patrimoine n'a pas doublé depuis que Macron est au pouvoir. Eh bien, il y a une toute petite minorité qui s'est enrichie. Et si l'on fait, par exemple, la taxe Zuckman que François Bayrou a balayée de nouveau d'un revers de la main, avec des mensonges éhontés sur lesquels j'ai pas le temps de revenir, eh bien, cette taxe Zuckman, déjà, elle rapporte 20 milliards d'euros. Donc, vous le voyez, il existe des alternatives et ces projets contre projets que l'on doit se battre, en ce qui nous concerne, nous présenterons un projet de relance économique qui permettra de redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français qui sont les plus en difficulté, en particulier en cette veille de rentrée. Et eux continueront certainement à proposer une politique en faveur des plus riches. Et chacune et chacun pourra trancher à travers des élections. À ce stade, je ne vois pas d'alternative. Albert Zeno. Oui, Manon Aubry, au premier tour des législatives 2024, la gauche a fait son plus mauvais score depuis quasiment toujours, avec un peu plus de 28%. La gauche et le NFP étaient en grande partie sauvés par le Front républicain, auquel François Bayrou ne croit plus, et si on en croit les sondages, les Français non plus. Est-ce que vous ne redoutez pas, en cas de dissolution, de ne pas bénéficier justement de ce nouveau Front républicain qui a permis à la gauche, et notamment à votre parti, d'avoir un nombre respectable de députés ? Vous savez, les sondages, je m'en méfie toujours. La preuve par la pratique, lors des dernières élections législatives que vous évoquez, dans l'entre-deux tours, il y a eu 27 sondages exactement. Et l'ensemble de ces sondages, 27 sondages sur 27, donnaient le Rassemblement national gagnant. C'est finalement pas le Rassemblement national qui l'a emporté. Non. Et puis, ce que disent les sondages à l'heure actuelle, qui sont assez hypothétiques parce que sont uniquement basés sur la certitude d'aller voter. Je veux dire, quand vous posez une question, un sondeur pose une question à un citoyen, il lui dit, s'il y a des élections, est-ce que vous allez aller voter? Et si oui, qu'est-ce que vous allez voter? Et sauf que si vous n'avez pas la perspective de cette élection, que vous n'êtes pas sûr vous-même d'aller voter, vous n'êtes pas pris en compte dans ce sondage. Donc vous voyez que gouverner à coup de sondage, prédire à coup de sondage, c'est d'une part souvent se tromper et d'autre part oublier l'essence même de la démocratie qui est que les gens se mobilisent. Et un des enjeux, ce sera qui est la mobilisation la plus massive possible parce que ce qui a fait la différence la dernière fois, en l'occurrence, c'est d'abord que le taux de participation était supérieur au taux de participation des élections précédentes. Donc c'est pour ça qu'il faut une conscientisation politique collective et que encourager un maximum, à commencer par s'inscrire sur les listes électorales. L'an dernier, quand les élections législatives ont eu lieu, les listes électorales n'ont pas été réouvertes et je rappelle que 10 millions de Françaises et de Français ne sont pas inscrits ou mal inscrits. Donc moi, j'invite ceux qui nous regardent ce soir à anticiper ces élections qui peuvent avoir lieu sous un délai très court, on l'a vu la dernière fois. Vérifiez que vous êtes inscrit sur les listes électorales, inscrivez-vous si ce n'est pas le cas et préparez-vous à vous saisir de notre meilleure arme en démocratie qui est notre bulletin de vote. Et puis, charge ensuite, et j'en suis sûre que vous le ferez aux médias, de faire vivre ce débat démocratique à projet contre projet. Et je suis sûre que vous me réinviterez pour commenter le résultat, mais en général, je ne commente pas le résultat avant même qu'il ait lieu.
Virginie Leguet. Oui, Manon Aubry, vous dites c'est pas le Rassemblement national qui a gagné en 2024, certes, mais c'est le Rassemblement national qui représente le plus gros groupe et le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Et si l'on regarde les sondages et les enquêtes d'opinion, même si vous dites que vous n'y croyez pas, toutes les enquêtes d'opinion disent que le Rassemblement national, dans le cas d'une nouvelle dissolution, gagnerait encore des sièges. Ne craignez-vous pas qu'en réclamant une dissolution, finalement, ça ne fasse que les affaires du Rassemblement national qui pourraient s'approcher dangereusement d'une majorité, sinon absolue, du moins relative? C'est exactement le même discours qui nous a été tenu l'an dernier. Et ne vous en déplaise peut-être, le Rassemblement national est le deuxième bloc politique de l'Assemblée nationale. Je parle le premier parti, le parti le plus important de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'un bloc. En nombre de députés. Exactement. Le nombre de députés du Rassemblement national est supérieur à celui des 4 groupes pris séparément qui sont à l'intérieur du nouveau Front populaire. C'est faux, chacun peut vérifier. Il y a 192 Mais nous ne parlons pas de la même chose, madame. Députés du nouveau Front populaire qui ont été élus sur un programme commun il y a un an. Et qui forment 4 groupes. National a moins de députés. Vous venez de dire que le Rassemblement national a plus de députés que les 4 groupes. Non, je n'ai pas dit ça. Je précise que je n'ai pas dit ça. J'ai dit nombre de députés. Le groupe le plus important de l'Assemblée nationale. Donc, je vous le redis que nous avions présenté des candidatures communes avec le nouveau Front populaire il y a un an. Il y a un an, chaque plateau télé que je faisais, on nous disait le Rassemblement national va gagner, ils sont en tête dans les sondages. C'est vrai qu'ils étaient en tête dans les sondages et à la fin, c'est le bloc du nouveau Front populaire qui l'a emporté. Mais nous ne parlons pas de la même chose. Vous pouvez répéter la même chose, nous ne parlons pas de la même chose. Mais vous aussi, vous pouvez répéter la même chose, mais ne vous en déplaise, les élections et les urnes ont parlé l'an dernier. Il y a 3 blocs, certes, aucun bloc qui n'a la majorité absolue, et c'est la difficulté que nous avons avec cette Assemblée nationale. La difficulté que nous avons par ailleurs, si dans l'hypothèse d'une dissolution, c'est qu'on en a l'expérience désormais, c'est qu'Emmanuel Macron fait peu de cas finalement du résultat des élections et choisit lui-même assez librement le Premier ministre, qui n'est pas issu du bloc majoritaire, pire encore, qui était issu d'un des partis, puisque vous voulez prendre les groupes politiques à l'Assemblée nationale, le groupe politique du MoDem fait partie des groupes politiques qui comptent le moins de députés à l'Assemblée nationale et qui pour autant comptaient le Premier ministre de notre pays. Nous sommes d'accord. Vous voyez qu'il y a un problème sur le fonctionnement actuel des institutions politiques. Et c'est la raison pour laquelle, au stade où nous en sommes, au-delà d'une dissolution qui, je le crains, ne réglerait pas complètement l'impasse politique dans laquelle nous sommes, ce qui permettra de reconstruire la vie politique de notre pays, c'est une élection présidentielle. Elle aura lieu au plus tard en 2027. Je ne suis pas sûre que l'on puisse attendre jusqu'à 2027. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, pour ma part, qu'il y ait une mobilisation populaire la plus large possible pour dire à Emmanuel Macron, en fait, tu ne vas pas nous faire le coup autant de fois que ça. Au bout d'un moment, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas et tu laisses les Françaises et les Français décider de l'avenir. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous sur ce plateau.